ça ne fait pas sens d'avoir une voiture téléguidée et attacher un fil. Et la réalité virtuelle, c'est la même chose. C'est absurde d'être attaché à un fil alors que t'es dans un monde virtuel où t'as juste envie d'aller gambader. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Alban Denoyel. Alban est le fondateur de Sketchfab, la plateforme pour publier, partager et découvrir du contenu en 3D et en réalité virtuelle. Sketchfab a été créé en 2012, compte aujourd'hui plus de 1 million d'utilisateurs et est implanté à New York et à Paris. On aborde son parcours, de son intérêt pour la sculpture à ses études de commerce, un peu par défaut. Il raconte Sketchfab, des origines jusqu'au succès, 1 million d'utilisateurs et des intégrations avec Adobe et Facebook. Enfin, on parle bien sûr de réalité virtuelle et du futur. Nouvelle École a passé la barre des 100 000 écoutes. Mon premier épisode avait été écouté environ 150 fois il y a un an, alors merci à tous, vraiment du fond du cœur. Pensez à vous abonner sur iTunes ou SoundCloud en cherchant Nouvelle École si ce n'est pas déjà fait, c'est ce qui m'aide le plus, et bonne écoute. Ouais, donc bonjour à tous ceux qui écoutent, ou bonsoir, on sait pas trop en fait. Je suis avec Alban Denoyel. Alban, t'es le fondateur de Sketchfab. Et Sketchfab, je vais me risquer à le définir, mais moi je dirais que c'est une plateforme web pour publier et partager du contenu en 3D. Tout à fait. Je m'en sors. Ça va. Ok, cool. Et donc c'est très très cool. Je suis très content de discuter avec toi parce qu'on va pouvoir parler de plein de thèmes dont j'ai jamais encore parlé dans ce podcast, qui sont plein de trucs du futur qui m'intéressent beaucoup et de création aussi. Donc tout ce qui est 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée. Mais d'abord, je voulais revenir sur un truc qui m'intéressait dans ton parcours. C'est que tu dis qu'en fait, t'étais passionné de sculpture. Et moi, je m'intéresse beaucoup aussi dans ce podcast à comment on connecte les points un peu ensuite, tu vois. Mais ça devenait d'où cette passion pour la sculpture ? Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de très manuel. Enfin, j'ai toujours sculpté des bouts de bois avec un Opinel. Enfin, depuis que j'ai 10 ans, et du coup, c'est venu comme ça. T'étais fort en art plastique au collège ? J'étais fort en art plastique. J'ai toujours fait du dessin. J'ai toujours été manuel. J'aime bien bricoler des trucs, mais avec toujours une dimension artistique. Et donc c'est un truc que il y a des périodes de ma vie où j'ai plus le temps de le faire. Du coup, j'ai progressé, j'ai découvert des nouveaux trucs. Mais il y a pas eu de. Il y avait un rapport avec tes parents là-dessus ou ? Et non, pas du tout de rapport avec mes parents. Mes parents sont pas tellement artistes. Après, j'ai des grands-oncles, plutôt des ancêtres plus artistes, mais parce qu'il y a souvent des connexions familiales même qui sont pas forcément évidentes parfois, tu sais, mais dans ces velléités artistiques des enfants. Alors il y a peut-être des générations. Enfin on est 6 frères et sœurs et il y en a un sur 2 qui est très artiste, quoi. Et ça doit venir de je sais pas où, mais pas de mes parents. Ok. Et qu'est-ce qui donc, vu que t'avais ça que tu développais quand t'étais finalement enfant pendant ton adolescence, qu'est-ce qui a fait que t'es allé étudier, parce que t'es allé étudier à l'ESSEC du coup. Qu'est-ce qui a fait que t'es allé étudier à l'ESSEC et pas plutôt dans un truc plus artistique ou... Excellente question. Je me suis beaucoup fait des nœuds au cerveau. C'est vrai. Sur ces sujets. Et en gros, un des problèmes importants du système éducatif, alors je sais pas si c'est que en France ou je pense que ça s'applique partout, c'est que les choix qui vont orienter des choix assez décisifs, tu te retrouves à les faire à 16-18 ans alors que c'est pas forcément la période de ta vie où tu fais les meilleurs choix, enfin bref. Et moi là-bas je penchais plutôt pour faire un truc assez plus créatif, genre architecte ou un truc comme ça. Et sauf que j'ai commencé à me poser ces questions en première, mais j'étais déjà en première ES, alors que pour faire architecture, il fallait faire première S, et du coup, il aurait fallu redoubler, patati patata. Et donc, je suis resté. Moi, j'avais redoublé, du coup. Ah, joli. Mais parce que j'étais nul, pas parce que... Ok. Mais du coup, je me suis pas l'archi, et je sais pas, et puis, j'étais une époque où c'était quand même, c'est pas mal mes parents qui me poussaient sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bien de faire. Et ils voulaient que tu fasses quoi? Bon, en gros, leur discours, c'était fais ce que tu peux faire de mieux, donc, par mieux, ce qui est le plus prestigieux, quoi, la voie royale. Je sais pas, c'est un peu école de commerce, école d'ingénieur. Fais ce que tu peux faire de mieux, et une fois que tu seras dans ce système, t'auras plus de choix, t'auras plus d'options. Ouais, c'est garde toutes les portes ouvertes jusqu'au moment où tu dois choisir. Et le problème, est-ce que c'est pas que pour l'avoir vécu aussi, c'est ce que m'ont dit mes parents aussi dans un certain côté, c'est tu gardes toutes les portes ouvertes et en fait il y a un risque de jamais faire de choix et de toujours rester dans ces voies où t'as toutes les portes ouvertes. Oui, moi je trouve que c'est pas vrai en fait. Moi on m'a dit
on m'a dit fais une école de commerce, garde toutes les portes ouvertes. Et puis à la fin de mon école, le système m'a dit une fois que tu fais une école de commerce, faut faire du conseil et garder les portes ouvertes. Après, garder les portes. Et ouais, donc je suis tout à fait d'accord. Mais il y a eu un moment de rupture à ce moment-là où. Ça a été quand? Bon, justement à la fin de l'ESSEC où j'ai fait un peu j'ai testé pas mal de trucs différents, assez corporate pendant mes stages, genre de l'audit, du contrôle de gestion, tous les trucs. Pour toutes ces raisons d'ailleurs il faut garder les portes, faut acquérir la rigueur, etc. Non, moi je voulais surtout voyager en fait, et du coup j'ai regardé les opportunités qui me permettaient de voyager, et du coup voilà, par réseau, je sais pas quoi, je suis retrouvé à voilà, les stages typiques que tu fais quand t'es en école de commerce qui sont je sais pas, du contrôle de gestion, des trucs voilà, c'est basique, et du coup je me suis bien dit que ça allait pas me plaire de faire ça après, donc c'était bien d'avoir fait l'expérience en stage. Et mon dernier stage, je l'ai fait à San Francisco. Alors rien à voir avec ni le contrôle de si, je faisais un peu du contrôle de gestion, mais dans une boîte qui vendait du matériel d'art, mais c'est de manière assez détournée que que c'est un peu là que j'ai découvert le web, de manière très large, mais Internet. Internet, le concept de nom de domaine, que j'ai eu l'occasion de déjeuner chez Google, et que j'ai découvert tout ce monde-là que je connaissais pas trop. Et ça t'a fait quel effet quand t'as découvert ce monde? Tu te dis quoi? Moi, je pense que le truc qui m'a le plus fasciné, et c'est à ce moment-là que je me suis mis à écrire un blog, moi j'ai toujours bien aimé écrire, c'est vraiment le concept de publication en fait, où genre tu pushes un truc sur le web et d'un coup il est accessible à tout le monde de partout sur la planète en temps réel. Et je sais pas, le concept de nom de domaine, t'as un nom de domaine, c'est comme de l'immobilier en fait, t'as une présence sur le web instantanée sur laquelle tu peux pusher des trucs, et ça, c'est ça qui m'a fasciné quoi. C'est pour ça que t'es attaché d'ailleurs à bien le choisir ce nom, que ce soit pour les emails ou pour les. Oui, je suis un peu un nazi du nom de domaine. Ouais. Et ça m'arrive très souvent quand je parle à des gens, je check si leur nom de domaine, si leur nom de famille est dispo dans le domaine, et s'il est dispo, je leur dis quoi. Tu l'achètes pas pour leur revendre ensuite? Non. Non. Ok, donc t'arrives à San Francisco et c'était un dernier stage, c'est ça? Ouais, stage de fin d'études, et donc je fais mon stage, c'est très cool, et non, c'est pas très cool, plein d'histoires autour du stage. Quelle histoire? Non, mais je faisais un espèce de truc autour du contrôle de gestion pour cette boîte, et je me suis pas bien entendu avec ma boss, et j'ai démissionné de mon stage. Mais du coup, le boss de la boîte qui était français, qui on s'entendait super bien, voulait qu'on continue à bosser ensemble, et du coup on a commencé à bosser ensemble sur un projet e-commerce, donc là ça m'a forcé un peu à mettre plus les mains dans le web, découvrir un peu le code, le HTML, etc. Et après je suis rentré à Paris, on avait prévu que je continue à bosser sur ce projet, et en fait à distance ça a pas marché, donc j'ai fini, j'avais encore un semestre de cours à l'ESSEC, et après fin d'école, je savais pas quoi faire en fait, et l'un de mes derniers cours comme tout le monde comme tout le monde, voilà, l'un de mes derniers cours à l'ESSEC, c'était en économie des médias, autour des médias en général, et par hasard à ce moment-là j'ai découvert Polka Magazine qui venait de se lancer en fait, qui est une revue de photo reportage qui était lancée par Alain Genestard, l'ancien directeur de Paris Match, dont le fils avait aussi fait l'ESSEC, et je suis tombé à Cergy dans le RER sur le numéro 2 de Polka Magazine. Par hasard? Par hasard, et je trouvais ça cool, ça a vachement fait écho avec mon dernier cours d'économie des médias. J'ai vu que le créateur était un ancien ESSEC, et du coup je suis allé le voir, et je me suis retrouvé et moi j'étais passionné de photographie par ailleurs. Aussi, donc tu avais vraiment des affinités créatives. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai rencontré ce mec-là, et on s'est bien entendu. Je me suis retrouvé être le second employé de Polka, donc à l'époque on était 5. Et voilà, c'était une aventure entrepreneuriale, donc ça cochait cette dimension-là, sans que ce soit ma boîte à moi. Et ça cochait la case création, publication, en fait. Et j'ai bossé là 4 ans. Et quel regard tu portes maintenant sur tes études de commerce? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais? Je sais que là, par exemple, t'as eu ton fils il y a quelques temps. Est-ce que c'est un genre de parcours que tu pousserais pour tes enfants, ça, ou? C'est vrai que moi, globalement, je trouve que c'est une bonne formation. Quand je compare
j'ai l'impression qu'on sort d'une école de commerce avec c'est surtout en prépa, en fait, qu'on apprend vraiment à réfléchir au sujet. On apprend à apprendre, et donc voilà, pas mal de broches de crâne, mais au final, on apprend à apprendre et à analyser les choses. Un peu comme faire 3 ans de conseil, en fait, il y a un peu une partie formatage, mais une fois que tu as fait ça... Qu'est-ce qui fait qu'on apprend à apprendre? C'est la répétition, l'intensité, c'est quoi? Bah, c'est le mode de fonctionnement du truc où pendant 2 ans, il faut maîtriser plein de sujets, que ce soit en maths, en éco, en culture générale, et que voilà, pour apprendre vite, on est obligé de structurer sa pensée, d'avoir un peu des frameworks d'apprentissage. Enfin, on apprend à travailler, quoi. Il y a pas mal de pression. Ouais. Il y a c'est le système de concours, en fait. C'est con, mais ça te force à dépasser un peu tes limites. C'est exigeant, quoi. C'est plus exigeant que à la fac. Alors, je dis pas que la fac c'est pas bien, quoi, mais la fac t'es un peu livré à toi-même. Et... Moi, j'ai pas fait de prépa, hein. Je suis un faux HEC. Je suis entré par les concours passerelles. Mais ça doit, ouais, je pense que c'est aussi lié au fait que vu que tu dois apprendre beaucoup de choses très vite et les retenir, est-ce que tu travailles pas un peu ce muscle de l'apprentissage en permanence, quoi? Ouais, tout à fait. Il est toujours en tension, en fait. Donc, sûrement que de manière accélérée, tu développes ta capacité à apprendre et à retenir des concepts, ouais. Et donc ça, c'est la prépa. Et après, l'école, c'est un peu le système traditionnel, mais voilà, tu crées un réseau, tu passes 5 ans avec des gens plutôt smart, t'as l'occasion d'avoir des expériences professionnelles. Et en fait, créer un réseau, c'est un peu contre-intuitif parce que moi, avant d'entrer, je pensais que créer un réseau, c'était networker, etc. En fait, quand tu crées un réseau juste en ayant des potes, quoi. Ouais. En te mettant dans des associations. Il y a les potes et après il y a les anciens, tu vois, le réseau des anciens d'école. Enfin, je sais pas, moi, dès que je vois un mec sur son profil qu'il a fait l'ESSEC, même si c'était 15 ans avant moi ou 15 ans après moi. Ouais, il y a toujours une connexion qui se crée, ouais. Et c'est exactement la même chose aux US. Voilà, si t'as fait Harvard ou Stanford, ça y est, t'es copain avec, et d'ailleurs, ça aide, voilà, pour lever de l'argent, c'est des petits connecteurs sociaux. Ouais, le fait de connaître les gens, quoi, de faire partie du même monde aussi. Ouais, c'est comme un label, quoi. Donc c'est un peu ça, moi je trouve la grosse valeur ajoutée de ces écoles, beaucoup plus que l'enseignement finalement que tu peux avoir maintenant surtout sur internet, quoi, ou dans des bouquins, etc. C'est ce que tu peux pas vraiment retrouver, c'est cette cohésion avec les gens et le fait que tu passes du temps avec eux, que tu vas partager les mêmes codes, te faire des potes et ils vont rester pour toute ta vie en fait, parce que c'est les amis que tu te fais très tôt, quoi. Mais c'est marrant parce que ensuite du coup après Polka Magazine, c'est là que t'as lancé Sketchfab, c'était fin 2011 début 2012. Ouais. Et en fait t'as trouvé ton associé, mais il venait pas de l'ESSEC, lui. Il est venu à toi avec la techno, quoi. Ouais, c'est un self-made, self-taught geek. Enfin voilà. T'as un peu trouvé ton Steve Wozniak. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup d'histoires comme ça, mais j'ai rencontré par hasard. Enfin, moi, j'ai démissionné de Polka en décembre. Pourquoi t'as démissionné? Bah, ça faisait un moment que je voulais avoir ça faisait 4 ans chez Polka, et donc je commençais à sentir que voilà, j'avais un peu fait le tour de ce que je pouvais apprendre. Voilà. Et moi, j'ai toujours voulu avoir ma boîte à moi. Enfin, je trouvais ça frustrant d'être derrière, enfin, de pas être en première ligne de l'activité, quoi. Et je suis arrivé à un stade où je me suis dit, bah, voilà, la seule manière de vraiment mettre le pied à l'étrier sur quelque chose, c'est de faire mon truc. C'est de faire mon truc, mais surtout fallait que je quitte mon job actuel pour consacrer du temps à rencontrer des gens et à plus avoir cette préoccupation de mon job actuel. Tu penses que si on a son job, c'est impossible de lancer un projet parce qu'on est trop pris? Non, bah alors je pense que si t'as déjà un projet, si t'es dev, si t'as les skills de l'implémenter, c'est l'idéal de le lancer on the side et d'avoir un truc qui te finance. Moi, en fait, j'ai essayé de faire ça pendant, je sais pas, quasi 2 ans. J'ai eu plein de projets, un peu des idées tout seul, et j'ai creusé le truc on the side, et je me suis juste rendu compte que tout seul, ça avançait pas, et que on the side, ça me suffisait pas pour faire un vrai truc, quoi. Ouais, moi aussi, j'ai fait plein de trucs on the side. Ça a marché. Quand c'est plus on the side, c'est mieux, quoi. Ouais, et donc il est arrivé avec, il avait un petit bout de techno, en fait, qui permettait de publier les contenus en 3D, quoi. Ouais, en fait, moi j'ai rencontré par hasard une soirée en janvier, donc vraiment 5 jours après avoir démissionné. Est-ce que c'est tant un hasard que ça? Parce que
Parce que quand tu quittes des choses, tu laisses pas d'un seul coup de la place pour toutes les opportunités. Ouais, non, bah, moi, ça faisait 6 mois que je rencontrais plein de gens. Enfin, j'ai un peu déclenché ma chance, on va dire, mais voilà, j'étais vraiment dans une démarche de rencontrer des gens, de parler à des gens. Et je l'ai rencontré, dans une soirée, start-up chez Stupéflix, où il était freelance. Et lui, ça faisait déjà, et donc je parlais à tout le monde de 3D parce que j'avais découvert l'impression 3D par la sculpture justement. Et donc on me l'a présenté. Et lui, ça faisait 1 an qu'il travaillait sur, ça faisait 15 ans qu'il bossait dans la 3D, ça faisait 1 an qu'il bossait sur un prototype d'affichage 3D sur le web, mais qui était vraiment l'un des tout premiers gars à faire ça, et on s'est bien entendu, et du coup on a décidé de se revoir le lendemain, et c'est là qu'il m'a montré un peu ce qu'il avait déjà fait. C'est vraiment le genre d'histoire qui arrive, c'est le genre d'histoire qu'on raconte beaucoup, ce genre de rencontre un peu magique entre deux associés, et en fait ça arrive pas tant que ça, quoi. Donc c'est plutôt, c'est des bonnes circonstances là pour le coup, non? Ouais, c'est des bonnes circonstances, ça arrive pas tant que ça. J'ai l'impression que en général les gens qui s'associent, c'est des gens qui étaient à l'école ensemble, tu vois. Non, c'est vrai. Le côté, il y a tout un côté startup week-end où on fait se rencontrer les gens. J'ai pas l'impression que ça crée tant de boîtes que ça ensuite, tu vois. Ouais, non, c'est possible. Non, ouais, c'est vrai que là c'était un alignement des planètes. Donc vous avez commencé à bosser sur le produit, et c'est là que vous avez eu 1000 utilisateurs en 1 mois, quoi. Ouais, en fait, au tout début, c'était vraiment, moi, j'y connaissais rien à 3D et j'ai pas eu d'illumination de génie. Enfin, j'ai trouvé ça très cool, mais je me suis pas tout de suite dit, ça va être huge, quoi. Et donc, j'ai commencé à les aider, on the side sur tout ce qui était, pas technique, et, enfin, vraiment des détails à la con, mais il y avait pas de FAQ, enfin, il y avait rien sur le site, quoi. Enfin, il avait déjà un truc en ligne, mais, avec un nom hyper moisi, et aucun... Ah oui, le nom avec Show WebGL, voilà, avec 2 W. Voilà. Parce que vous utilisiez WebGL, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Une technologie pour faire de la 3D. Exactement. Et donc, je l'ai aidé sur tout ce qui était BizDev marketing. Donc, ouais, t'as fait tout sur un nouveau nom, sexifier un peu le site et tout. Et après, on a relancé le site avec, sur le nom Sketchfab. Et c'est là que ça a tout de suite pris, en fait. Mais donc, à cette époque-là, moi, je continue à rencontrer des gens, à bosser sur différentes idées. Et Cédric, lui, il continue à faire de la presta, du freelance. Pareil. On était tous les deux en side là-dessus. Quand est-ce que vous avez décidé que c'était bon, quoi, que c'était votre truc que vous vouliez faire à 100%? Et ben, en gros, c'était un enchaînement de trucs, mais donc on a relancé le site sur le nom Sketchfab. En parallèle de ça, on a commencé à postuler un peu à des accélérateurs et à des concours, et on a gagné, en 1 mois, on a été shortlisté pour Sitecamp, on a gagné je sais plus quel prix numérique, et on a été pris au camping, donc maintenant Numa. C'est vraiment le camping où là, du coup, on a eu des bureaux et on s'est retrouvé au même endroit physiquement, full time. Et donc c'est là et puis voilà, le camping, c'était parti du truc de créer une boîte, de structurer le truc. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, allons-y, quoi. Qu'est-ce qui faisait que vous gagniez tous les concours? C'était votre techno ou c'était que vous racontiez une bonne histoire? Ouais, c'est les deux, quoi. C'est vraiment notre histoire. C'était la combinaison des deux compétences. Une super techno, et puis moi, je racontais l'histoire. Tu racontais quoi comme histoire à l'époque? Et je racontais quoi que Parce que du coup, il y avait pas la VR, il y avait pas tout ça. Non. Mais il commençait tout juste à y avoir un peu la hype autour de l'impression 3D, et donc voilà. Mais j'expliquais un peu que il y aurait besoin d'une librairie de contenu 3D, et qu'on était bien positionné pour devenir cette librairie. Qu'on allait imprimer tous les objets de la vie quotidienne, les chaises, Exactement. Et après, il y avait aussi tout ce qui était autour de la capture 3D qui commençait à arriver aussi. T'es obligé de vendre le futur un peu, quoi, quand tu veux convaincre ou enthousiasmer les gens. T'es obligé de vendre le futur, ouais. Ça dépend vraiment à qui tu parles et le degré de connaissance que les gens ont de l'écosystème dans lequel t'es. Donc moins les gens connaissent, plus faut vendre le futur, ou... Parce que c'est peut-être plus facile aussi. Si tu parles à des vrais spécialistes, c'est peut-être moins facile de... les vrais spécialistes, en fait, ils connaissent le futur et du coup, ils veulent voir que toi, tu peux délivrer d'un point de vue technique maintenant pour arriver à ce ouais. Pour gagner ce futur. Et les non spécialistes, ils savent pas ça, mais ouais, c'est plus du pitch et ça te fait marrer. Ouais, non mais ouais, non, mais c'est important, quoi. Ok. Et après le camping, vous avez été pris à Techstars, ouais, l'accélérateur de New York. C'était 1 an après, en fait. Donc okay.
Et ouais, enfin, ça s'est fait en 2 bandes parce qu'avant ça, on était pris à WebForward, qui était l'accélérateur de Mozilla, qui n'existe plus depuis, mais c'est notamment grâce à WebForward qu'on a été pris à Techstars, parce qu'on a été recommandé par le directeur de WebForward pour Techstars, etc. Du coup, vous êtes parti aux États-Unis, vous avez dû monter une boîte aux États-Unis aussi, parce que c'est ce qu'il faut faire quand tu pries chez Techstars ou Y Combinator. Et je lisais ça et ça a fait écho avec plein d'histoires de startups qui ont monté, soit des amis, soit des gens que je connais. Et en fait, on a un peu l'impression que quand les startups sont vraiment bien, elles partent aux États-Unis et elles le font là-bas parce que c'est plus facile et que ça va plus vite et du coup, est-ce qu'il y a pas un petit truc à régler en France là-dessus? Parce on dit beaucoup qu'on veut recréer un peu la Silicon Valley à Paris, on veut essayer de faire un écosystème favorable aux startups. Mais en fait, si quoi qu'il arrive, les startups partent à l'étranger, sans dire que c'est pas bien, hein, juste en disant, tu vois, qu'est-ce qui fait déjà que les gens veulent partir et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'ils aient moins envie de partir? Bah, il y a plein d'éléments de réponse à ça, mais moi, je me suis jamais dit que. Bon, déjà, toute notre équipe technique est en France. Vous êtes dans les 2 pays. Hein, ouais, et c'est le cas de la plupart des startups européennes qui sont grosses aux US. Tu regardes les SoundCloud, les Spotify, les Shopify, ils ont tous toute leur tech en Europe, enfin dans leur pays d'origine, quoi. Et là, je pense que l'écosystème est en train de vachement se développer de manière positive en France, mais c'est juste factuel qu'il y a plus d'argent aux US et que les gros partenaires logiciels, enfin, les plateformes, les Facebook et Google, etc., ils sont tous là-bas. Et donc, et tout comme New York reste 10 fois plus petit que San Francisco et Paris reste 10 fois plus petit que New York, mais c'est en train d'évoluer dans le bon sens. Et je pense que c'est de plus en plus simple de bosser en remote et d'avoir des équipes distribuées. Et après, le système d'avoir son équipe technique en France et tout ce qui est bizdev marketing aux US, ça fonctionne bien. Je pense que, enfin, tout comme, faut juste, c'est un peu comment on dit, je sais pas si c'est Adam Smith, enfin, c'est l'optimisation des ressources. Enfin, tu vois, si tu vends des légumes, bah oui, tu vas les sourcer à Rungis, mais ton magasin, t'as envie qu'il soit à Paris, quoi. Ouais. Et donc, si tu veux une plateforme web, bah, tu peux faire les tuyaux à Paris ou n'importe où, mais voilà, tes gros partenaires, ça va être les Facebook, les Google, et t'as envie d'être près d'eux, quoi. Ouais, parce que c'est plus facile en France de constituer des équipes techniques et surtout de les garder, j'imagine. Ouais. Parce qu'à San Francisco, c'est la guerre, quoi. Enfin, je pense que à la fois c'est plus facile de les trouver. Je pense qu'ils sont plutôt meilleurs. Plutôt meilleurs. Enfin, ils sont plus full stack, etc. Et ils restent, ils sont plus fidèles, quoi. Les gens, ils restent plus longtemps dans les équipes. Donc ouais, c'est vraiment bien. Et après, on est plus connus en France qu'aux US, et du coup, c'est plus facile d'attirer des talents ici. Bon, du coup, ensuite, vous avez fait plusieurs levées de fonds avec Sketchfab. L'équipe, elle a beaucoup grossi. Vous êtes à New York, vous êtes à Paris. À quel moment tu t'es dit, ok, c'est un truc, peut-être que ça va marcher. Il faut que je me concentre là. Bah, à chaque moment, on se dit ça. Hein, quand t'as 1000 users, t'es là, ah ouais, 1000 users. Quand t'avais 1000 utilisateurs, tu t'es dit, ok, c'est sérieux? Bah ouais. Enfin, c'est vraiment l'adrénaline d'avoir des vrais users qui uploadent des vrais contenus et de voir du trafic sur Google Analytics, de voir les retours utilisateurs. Enfin, c'est moi qui ai fait le support utilisateur pendant les 2 premières années de la boîte parce que j'étais le seul non-dev. Voilà. C'est parce que t'étais le seul non-dev que c'était toi qui le faisais? Ouais. Ok. Enfin, parce que c'était une question que j'allais te poser. J'allais te dire pourquoi est-ce que t'as fait le support produit pendant 2 ans? Et aussi, et j'aimais ça. Enfin, on va parler d'utilisateur, je trouve ça super. Et bah là, tu réalises que tu réponds à un vrai besoin, que les gens aiment ton produit, etc. Et en fait, chaque étape, tu te dis, voilà, il y a les levées de fonds et il y a les milestones d'utilisateurs. Et à chaque étape, tu te dis, je sais pas, t'arrives à 100 000 utilisateurs, tu te dis, c'est fou, j'arriverai jamais à 1 million d'utilisateurs. Et puis t'arrives à 1 million. Et chaque étape, tu redeviens tu deviens le plus gros des petits. Là, vous avez 1 million d'utilisateurs? Ouais, on est presque 1 million. Ouais. Et voilà, ouais, chaque étape, tu deviens le plus gros des petits et le plus petit des gros. Ouais. Qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus actuellement dans ce que vous faites avec Sketchfab? Ouais, ce qui est chouette, c'est qu'on commence tout juste à sentir qu'on atteint une taille critique. Alors, il y a pas de, 1 million d'utilisateurs. Est-ce que c'est une taille critique ou pas? Je sais pas, mais j'imagine que vous regardez aussi combien de contenus sont publiés par les utilisateurs. Ouais, le contenu
le trafic. Enfin, on a passé 100 millions de visiteurs uniques sur nos contenus, donc. D'ailleurs, à ceux qui écoutent, je vous conseille d'aller voir Sketchfab et de regarder un peu les contenus en 3D qui sont publiés. Moi, j'ai passé quelques heures dessus. Et donc ouais, atteindre une taille critique, enfin ça fait qu'on devient un interlocuteur crédible pour des gens comme Facebook ou Google. On est l'un des plus gros acteurs de la réalité virtuelle sur le web, et du coup par exemple, enfin Google, quand ils vont modifier, donc Google c'est un peu eux qui lead les spécifications de WebVR, donc la réalité virtuelle sur le web. Et donc quand ils vont faire un changement de leur code, bah ils nous parlent avant pour s'assurer que ça va bien marcher chez nous. Ouais, donc vous êtes vraiment dans la place. Non, voilà, on intégré commence à faire la place, donc ça c'est sympa, quoi. Et il y a aussi vous avez des gros partenariats avec Adobe, avec Facebook, avec Microsoft aussi, et même sur Adobe en fait vous êtes intégré de manière native. Il y a un bouton Sketchfab, c'est ça? Tout à fait. Et ça c'est une grosse validation aussi, non? C'est un peu comme avoir un featuring sur l'album d'un gros rappeur, quoi. Ouais, ah bah ça c'était une énorme validation. C'était comment le moment où... C'est que c'est le premier que vous avez eu de partenariat, non? Ou de gros partenariats comme ça? C'est le premier gros, ouais. Déjà, il fait deux questions. Premièrement, ça fait quoi exactement ce partenariat? Et deuxièmement, comment c'était quoi l'état d'esprit à ce moment-là quand c'est arrivé? Ouais, donc c'est une intégration qui permet de publier directement depuis Photoshop vers Sketchfab. Enfin, la plupart des gens savent pas qu'il y a une couche 3D dans Photoshop, mais en fait, un objet 3D, c'est un mix de la géométrie, donc une forme, et de la texture, donc c'est ce qui est par-dessus la forme. Et donc ça peut être une image, une couleur, etc. Et donc il y a plein d'artistes 3D qui créent leur contenu 3D dans un logiciel 3D autre, et après qui l'importent dans Photoshop pour ajouter la texture, enfin pour le peindre en gros. Et donc voilà, Photoshop c'est un outil de painting. Et donc ils ont rajouté un bouton Share to Sketchfab dans Photoshop, ce qui fait que du jour au lendemain, n'importe qui a Photoshop avait un bouton Sketchfab dans son Photoshop, et donc ça nous donnait accès à 5 millions d'utilisateurs Photoshop. Et pour nous, c'est vraiment la stratégie de distribution qu'on a adoptée assez tôt, c'est de s'intégrer dans tous les outils de création comme bouton de sharing en fait. Et enfin c'est vraiment, pour moi, c'est un des key learning de ce qu'on fait en particulier, mais de n'importe quelle technologie, c'est que vous trouvez des moyens de la distribuer à grande échelle, de manière automatique. En France, on pense côté automatisé, tu veux dire? Ouais. En France, on pense souvent qu'on va faire. Il suffit de faire une putain de technologie qui marche pour que tout le monde se rende compte de notre génie et de notre talent et l'adopte de manière magique. Le côté build it and they will come. Ouais. Alors qu'en fait non, il faut qu'elle soit distribuée en fait, et donc il faut avoir des partenariats. Il faut qu'il y ait Facebook qui distribue ta tech ou Photoshop ou whoever, que tu sois intégré ou que tu sois featuré sur l'App Store, que tu sois dans la mailing list de je sais pas qui. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire avec mon podcast. Il faut voilà, le mettre partout. Ça. Il faut distribuer. Il faut passer pas mal de coups de fil, quoi. Voilà. Et après, l'autre question, c'était quel état d'esprit? Bah, c'était huge. Enfin, c'était une grosse validation de ce qu'on faisait. Au final, ça a assez peu d'impact sur notre business, pour plein de raisons. Mais d'un point de vue validation, enfin ouais, c'est comme avoir fait l'essai, voilà, c'est un label de qualité. Ouais. Et être intégré dans Photoshop, bah, c'est un label de qualité, quoi. Puis c'était un peu du jamais vu. Puis d'avoir un côté fierté aussi, parce que Adobe, on était fiers. C'est énorme, quoi. Ouais, on était très très fiers. Ouais. Puis c'est un peu un logiciel un peu noble aussi, qui date qui existe depuis longtemps. C'était assez prestigieux. Ouais. Donc votre plateforme, elle sert aussi du coup pour tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Et en fait, quand on pense réalité virtuelle, on pense beaucoup, en tout cas ici, jeux vidéo, et ce genre de choses. Mais vous êtes très axé sur tout ce qui est créateur, évidemment les professionnels de la création, quoi, que ce soit des gens qui vont faire des films ou. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. C'était un choix depuis le début ou. Bah ouais, c'est un autre domaine où le. Donc moi. Il y a un côté très pro à ce que vous faites en fait. Ouais, mais en fait, moi je viens pas du tout du gaming. Donc Cédric, aujourd'hui on est 3 associés, donc Cédric, Pierre-Antoine et moi. Et donc Cédric, il venait vraiment du gaming. Alors Pierre-Antoine, pas nécessairement, mais il est développeur aussi. Et c'est juste que le gaming en tant qu'industrie a toujours drivé l'écosystème 3D, parce que c'est les plus gros utilisateurs de 3D. Ils ont besoin de ça pour builder des jeux.
Et moi, je viens pas du tout de ça. Et moi, pour moi, le gaming, c'est un truc, c'est pas niche, mais c'est, il y a plein de choses beaucoup plus grand public que le gaming. Enfin, moi, j'ai toujours voulu pusher pour des choses non gaming. Toi, tu voulais faire du grand public. Voilà, moi, je voulais être aussi horizontal que possible. Et donc, accepter des formats 3D qui sont pas nécessairement liés au gaming. Par exemple, la capture 3D. Tu voulais être horizontal, c'était pour l'impact que tu voulais que Sketchfab ait ou... Ouais, c'était pour être le plus gros possible. Plus gros possible. Moi, je voulais accepter tous les formats 3D. Voilà, être le plus gros possible, le plus large possible. C'est intéressant parce que pourquoi tu voulais parce qu'il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui vont vouloir avoir une petite niche et être les meilleurs sur une petite niche, et il y a ceux qui veulent justement être les plus gros possibles. Pourquoi tu penses que c'était ce côté-là que tu avais choisi? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent une niche parce qu'ils sont obligés de prendre cette niche. En fait, parce qu'ils n'ont pas le choix. Si aujourd'hui tu lances une plateforme vidéo ou son, il y a 2000 plateformes vidéo ou son, donc tu es obligé de te dire moi je vais être la niche de la plateforme vidéo pour les agriculteurs. T'as pas le choix en fait. Et nous on était les premiers à faire une plateforme de publication 3D sur le web, et donc ouais, c'est comme être le premier réseau social, être le premier. Ouais, et donc on avait un boulevard pour être aussi horizontal que possible. Et après, pour revenir à la question du gaming sur la réalité virtuelle, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit essentiellement du gaming parce que ça paraît être l'usage le plus obvious, c'est que c'est une industrie qui a déjà de la 3D, donc ouais, ils ont pu relativement facilement migrer leur workflow et leur contenu vers de la réalité virtuelle. Bon, je schématise un peu, on va dire ça. Mais moi je crois fondamentalement que si on veut que la VR devienne grand public, il faut que les contenus ils aillent au-delà du gaming sur des usages culturels et quotidiens, ouais. Quotidien, ouais. Ouais, parce que donc c'est ce qu'il y a de plus évident, c'est les jeux vidéo, mais en fait c'est très très limité, et il y a tellement d'applications de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée qui sont dingues. Même je lisais ton blog, et tu peux maintenant construire des objets ou dessiner des objets en réalité virtuelle, où tu peins en fait avec ta main, ou tu construis avec ta main. Il y a tout ce qui est reconstitution, que ce soit de lieux archéologiques ou moi je me baladais en Grèce l'année dernière, je me disais putain, bientôt il y aura tu seras là avec des casques et tu seras vraiment dans Athènes, quoi, tu vois, et ce sera cool. Et il y a plein et c'est quoi toi le genre de cas d'application qui t'enthousiasme le plus pour la réalité virtuelle ou la réalité augmentée? Moi, ce qui me fascine vraiment, c'est la capture 3D, donc qui est en train d'arriver dans nos téléphones. Donc, tu as ici le premier téléphone grand public avec une caméra 3D embarquée. C'est lequel? Donc c'est le Lenovo qui est fait par le Fab 2 Pro fait par Lenovo et Google. Et donc il y a une caméra 3D. Ouais. Et donc ça, je pourrais te montrer après. C'est dur à expliquer par la voix. Mais donc en gros c'est des technologies qui vont arriver dans tous nos téléphones, et donc à horizon 12 à 18 mois, tout le monde pourra numériser en 3D n'importe quoi, et donc c'est des portraits. Voilà, moi je prends des portraits 3D de mon fils, mon appart, je suis un fan de basket, des baskets, je sais pas quoi. Ah ouais, donc on aura tous son avatar et tout. Les partager à quelqu'un dans un format virtuel, et ce quelqu'un va pouvoir le voir en volume en fait, en réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Donc je vais pouvoir envoyer je vais pouvoir me repromener dans des lieux de vacances. Tu vas pouvoir envoyer ton avatar à quelqu'un avec des fringues dessus, et demander à ta copine ou quelque chose comme ça si les fringues te vont bien. Ouais, par exemple, des trucs comme ça. Ou tu vois, moi j'ai des portraits 3D de mon fils que je vais pouvoir envoyer à ma grand-mère. Elle va pouvoir les voir. Elle pouvoir le faire tourner comme ça. Ouais, mais elle pourra la voir sur le sol. Ah bah oui, avec sur le sol en réalité augmentée, comme un hologramme. Moi j'ai des vidéos volumétriques de lui en train de marcher. Et ça doit peser hyper lourd ces contenus, non? Ça pèse assez lourd, ouais. C'est un des sujets sur lesquels on bosse, c'est l'optimisation du temps de chargement. Ouais. Trop bien. Du coup, est-ce que parce que dans tous vos partenariats, est-ce que le partenariat avec Facebook, tu dis que celui avec Adobe n'a pas été spécialement important, mais Facebook vous a quand même ouvert leur plateforme en fait en natif, où on pouvait aller sur Sketchfab, et en fait, si on partageait un lien, je crois, de Sketchfab, il y avait un player qui se mettait dans Facebook et qui faisait que nativement dans la plateforme, on voyait les objets. Ça a eu beaucoup d'impact, ou mais pas spécialement non plus? Si, ça a eu un énorme impact à 3 niveaux, à 2 niveaux, mais en gros, ça nous a déjà très grosse visibilité. La validation de ce qu'on fait, de pouvoir travailler avec Facebook. Et après, ça nous a
ça nous a permis d'attirer beaucoup d'utilisateurs. Aujourd'hui, on est la seule façon au monde d'afficher un objet 3D dans un post Facebook. Et donc, c'est unique comme value proposition, c'est-à-dire que je peux aller voir Adidas ou un créateur 3D chez Pixar. Et tu peux leur dire faites une pub en 3D pour vos chaussures. Voilà, si tu veux montrer une basket Adidas dans un post Facebook, on a le seul moyen de le faire. Et donc, viens chez Sketchfab, upload tes contenus chez nous, et après tu les partageras sur Facebook. Et donc, au départ, c'est du trafic qui va arriver chez Facebook, mais donc ça reste du trafic sur nos contenus. Et ça veut aussi dire que Adidas aujourd'hui, ils ont une channel Sketchfab, tout comme ils ont une channel YouTube. Et donc voilà, on va petit à petit onboarder leur catalogue de contenu. C'est intéressant parce qu'on parlait de Facebook tout à l'heure. On a vu débarquer en grande pompe tout ce qui était Oculus Rift, les casques pour les consommateurs, mais aussi les vidéos en 360. Et d'un point de vue extérieur, d'un quelqu'un qui est pas dans le milieu, on a l'impression d'en voir moins presque actuellement, et que comme s'il y avait finalement pas tellement d'engouement pour les vidéos à 360 sur Facebook, pas tellement d'engouement pour les Oculus Rift. Toi, tu penses qu'il va y avoir une adoption grand public de la réalité virtuelle à un moment, quoi qu'il arrive? Ouais, moi je pense tout à fait qu'il va y avoir une adoption grand public de la réalité virtuelle, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il manque principalement il y a 3 problèmes côté hardware. Le problème c'est que il y a un problème qui est le coût, donc ça reste hyper cher. Mais donc c'est déjà ça va baisser, ça. C'est déjà en train de se réduire significativement. Il y a un problème qui est que tous les casques sont Tether d'aujourd'hui, donc ils sont branchés à un fil qui est relié à ton ordi. Et donc l'autre jour, j'étais chez des amis dans une maison de vacances et je suis tombé sur une voiture téléguidée attachée par un fil à sa télécommande, quoi. Un truc il y a 20 ans, quoi. Et donc t'es une voiture téléguidée attachée à ta télécommande et donc tu dois la suivre en marchant. Et ça paraît complètement absurde de voir un truc comme ça, quoi. Genre, ça ne fait pas sens d'avoir une voiture téléguidée attachée à un fil. Et la réalité virtuelle, c'est la même chose. C'est absurde d'être attaché à un fil alors que t'es dans un monde virtuel où t'as juste envie d'aller gambader. Donc il manque ça. Et le troisième élément, c'est sur le tracking. Aujourd'hui, le tracking, il est fait par des trackers externes. Et donc, il faut avoir des trackers dans ta pièce. Il faut poser des capteurs dans ta pièce pour des capteurs. Et la prochaine vague de headset, mais qui est déjà en train d'arriver sur le marché, le tracking va être fait dans le casque, donc c'est inside out tracking. Donc le jour où on aura des casques pas chers, sans fil et avec un tracking intégré dans le casque, déjà le hardware sera beaucoup plus grand public. Et après il y a toute la partie contenu, mais il y a beaucoup de monde qui bosse sur les contenus déjà. Ouais. Il y avait un truc qui m'intéressait, j'ai lu un de tes plus sur le sujet de la VR, plus sur le sujet de comment on gère une boîte ou l'entrepreneuriat. Je lisais un article sur toi sur le recrutement et ça faisait écho à beaucoup de choses parce que moi quand j'avais fait un stage à San Francisco il y a quelques années, j'étais passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire j'avais fait du recrutement pour cette boîte. Et en fait quand tu passes de l'autre côté de la barrière, tu vois tous les trucs qui reviennent en permanence des mauvaises candidatures, et toi tu disais que en fait t'éliminais 90 ou 95% des candidatures en 5 secondes. Et je trouvais que c'était intéressant d'en parler, notamment pour ceux qui écoutent, des fois que ça puisse servir. Qu'est-ce qui fait que t'élimines aussi rapidement autant de candidatures? Parce que d'ailleurs de plus en plus de gens qui veulent bosser chez Sketchfab, du coup. Pour moi le vrai problème, c'est que les gens ils font pas leur homework, ils font pas d'efforts, en fait. Donc ils font du mass application. Voilà, c'est un message copié-collé qu'ils envoient à tout le monde, où ils ont pas recherché ce que faisait la boîte. Moi, tous les jours, j'ai un mec qui postule chez moi parce que c'est un fan d'impression 3D, mais on fait pas d'impression 3D en fait. Donc et donc les mecs, voilà, c'est un copier-coller et ils me disent. Et puis les gens parlent que d'eux et disent pas. Pourquoi ils sont intéressés par la boîte, qu'est-ce qui les intéresse dans la boîte. Ça c'est un truc que je dis toujours aux gens qui font des lettres de motifs, c'est les lettres de motivation, je sais pas pourquoi on a tous pris l'exercice à l'envers. C'est-à-dire on fait toute la lettre en disant j'ai fait mes études ici, passionné de peinture, je voudrais et tu dis jamais vous faites ça, je veux aider parce que je sais faire ça, voilà, votre culture c'est ça, je pense que je suis un bon fit parce que moi aussi je suis intéressé par ci et ça. Et en fait moi c'est plutôt comme ça que je pense qu'il faut construire une lettre, quoi. Tu pars que des trucs que les gens cherchent et tu montres du coup dedans où sont tes propositions de valeur. Et désolé, je t'ai coupé du coup, mais non, bah ouais, c'est ça, quoi. Et après il y a plein de, moi, pareil, je suis assez
comment on dit, voilà, moi les trucs de format, ça me rend, enfin, les mecs qui ont des CV en point doc et des adresses email, hotmail, qui coulent le 92 et c'est juste pas pro quoi. Donc moi j'ai pas envie d'embaucher quelqu'un qui est pas pro personnellement quoi. Donc il faut un CV en PDF et une adresse Gmail. Ouais, non mais c'est ça. Ou les mecs qui postulent pour un job en social media qui sont pas sur Twitter. Enfin, faut être sérieux quoi. Ouais, il y a aussi le fait de lettre de motif finalement c'est enfin dans les startups plus personne les lit. Tu fais un assez bon email assez court qui explique pourquoi tu veux bosser là, tu mets ton CV ou ton LinkedIn même en fait. Tout à fait. Il y a toute une fixette en école et dans les études sur les lettres de motif, on se met une pression de dingue à faire des lettres où on se dit faut que ce soit hyper bien rédigé et en fait quand t'es passé de l'autre côté de la barrière du recrutement, comme tu reçois des dizaines et des dizaines de candidatures, les lettres de motif Après, ça dépend où tu postules et alors moi, je sais pas quand ça marche en conseil ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que les gens de la génération au-dessus, ils aiment bien imprimer le truc et du coup, c'est plus simple quand c'est une lettre. Enfin, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu postules dans une boîte normale et moderne. Et il y a aussi un dernier truc, c'est que il y a tout un genre de process de recrutement où on croit qu'il faut, tu sais, tu t'envoies ta candidature et puis t'attends. Alors qu'en fait, tu peux vraiment prendre les devants, alors, aller rencontrer les gens, surtout quand c'est des boîtes qui sont des startups. Enfin, on a un peu cassé les codes des grands cabinets où il faut, tu sais, tout est très protocolaire. Dans les startups, en fait, il y a pas grand chose qui t'empêche d'aller dans la boîte, de rencontrer les gens, ou de même de créer un projet en fait pour les aider et de leur envoyer quoi, de dire j'ai vu que vous vouliez faire une campagne là-dessus, voilà j'ai créé la campagne. Et ouais, tu vois, trouver qui est le CEO d'une boîte de 30 personnes, c'est hyper facile et du coup voilà tu peux l'appeler par son nom plutôt que de dire chère madame, cher monsieur. Ah oui. Voilà, et toi t'avais reçu d'ailleurs un truc pas mal, il y a eu un CV en 3D. Et ouais, du CV en 3D, moi j'ai reçu plein de trucs super bien, ouais. Enfin, qu'est-ce qui t'as des souvenirs de trucs qui t'ont vraiment marqué, que t'es hyper bien? J'ai un stagiaire qui nous a dit dans son application que notre nom de domaine sketchfab.com expirait dans 2 mois. Et donc là, il a directement prouvé sa valeur ajoutée dans sa candidature et effectivement on avait raté la notification qui nous disait ça. Donc grâce à lui on a évité la catastrophe. Parce qu'il aurait pu à ce moment-là l'acheter et vous faire du chantage ou c'était trop tôt du coup? Non, il pouvait pas l'acheter à ce moment-là et puis voilà. Non mais j'imagine qu'il était bien intentionné. Ça fait 2 fois que je dis ça dans l'entretien que je dis des trucs malicieux mais je suis bienveillant aussi. Ouais, il avait et vous avez dit ça donc déjà ouais, il avait fait ses devoirs quoi. Déjà il avait vraiment bien fait ses devoirs. Et après non, des trucs assez je sais pas, des trucs graphiques quoi, les gens qui je sais pas, ouais, tout ce qui est créatif sans nuire à la lisibilité du message. J'ai pas d'autres exemples de base qui me viennent en tête, mais non, et puis je sais pas, tu vois tout de suite les mecs motivés, les mecs qui ont un site web, en fait, les gens qui ont produit des choses, quoi. Les gens qui ont produit des choses. Quand tu tapes le nom, il y a des choses qui apparaissent plus que LinkedIn. Ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment une bonne chose de partager ton travail quoi qu'il arrive, même quand c'est pas parfait. Tu vois, tu disais que t'aimais bien écrire, t'as un blog, tu postes des trucs, de pas forcément se dire quand je poste un article, il faut que ce soit l'article du siècle parce que de toute façon c'est pas très important quoi. Tu peux poster un article suivant la semaine d'après, etc. Ouais. Et puis quand tu fais des blogs au début, il y a personne qui lit, enfin tout ça quoi. Mais en fait à la fin ça c'est comme en finance quoi, ça compound. Et t'as tous ces trucs que t'as fait qui sont là et c'est clair. Ouais. Comment tu fais, toi, Switch, je passe du coq à l'âne. Comment tu fais pour gérer ta vie d'entrepreneur maintenant que t'as une famille? Et comment tu fais quand t'as un enfant en bas âge, surtout, et que tu ne dors plus? Ouais, non, il a 2 ans et demi, donc je dors, et il dort. Après, c'est vrai que quand il est né, il a un stade très différent de Sketchfab, donc il a 2 ans et demi, donc il est né il y a 2 ans et demi. C'était avant notre série A, et donc, moi, j'étais à New York, voilà, on gagnait mal notre vie. Et c'était une décision consciente de fonder ta famille à ce moment-là en te disant c'est parti ou ouais, voilà, je suis ouvert à la vie. Voilà, on a toujours voulu fonder une famille. Et voilà, on avait une équipe beaucoup plus petite et donc moi j'avais beaucoup plus de rush le soir, le week-end, etc.
Et au début, c'était pas évident, et puis tout s'est bien goupillé. Enfin, on a levé notre série A, du coup, on a pu commencer à se payer un peu plus normalement, on a pu embaucher des gens, et du coup, beaucoup de choses que je faisais moi, j'ai pu embaucher des gens pour le faire. Et du coup, aujourd'hui, bah, voilà. En plus, on est, les 3 associés, on a tous des enfants. Et du coup, et on a pas mal de gens dans la team qui ont des enfants, et du coup, vous avez une culture de boîte, voilà, une culture, enfin, on sait que c'est important la famille, voilà, parfois, voilà, on essaye de rentrer le soir pour dire bonsoir à nos enfants, et parfois on retaffe après une fois qu'ils sont couchés, mais et voilà, on essaye de proposer des horaires de travail normaux. Il y a toujours des rushs sur des projets spécifiques, etc. Mais on pense que pour que les gens soient bons et heureux au boulot, il faut qu'il y ait un rythme sain, qu'ils puissent passer leur week-end en famille, etc. Justement, l'évolution du monde et l'incertitude que amène la tech, etc. C'est quelque chose qui t'enthousiasme plutôt pour ne serait-ce pour tes enfants ou pour le futur, ou qui t'inquiète? Qu'est-ce que tu entends par incertitude, Kamel? Bah, je pense qu'on vit dans un monde qui va être de plus en plus incertain. Enfin, tous les modèles qui ont duré pendant 50 ans, disons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les modèles économiques sont en train de disparaître, et la tech chamboule tout hyper rapidement et beaucoup plus fréquemment surtout. Donc en fait, là, ce qu'on fait, toi, l'entreprise que vous avez, ça existait pas, quoi, il y a 10 ans, et vous allez travailler sur des choses, enfin, les cycles sont de plus en plus courts, quoi. Ouais. Là, j'ai vu une annonce passer sur Internet d'une entreprise qui cherchait un ingénieur pour une voiture autonome. Voiture autonome, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs pour voiture autonome il y a 5 ans, quoi. Et donc, on est dans un monde où on est obligé de se réinventer en permanence. Ouais, bah, enfin, moi, je pense que l'évolution positive, c'est que les gens, ont à la fois le potentiel et l'envie d'être de plus en plus maîtres de leur destin. Il y a de plus en plus de gens en freelance, de plus en plus de gens en remote. Genre, à New York, 40% des gens, ils sont freelance, quoi. Et donc, on arrive dans un monde, et notamment grâce à la tech, où, à soi tout seul, on peut avoir accès à plein de ressources gratuites, à la fois d'apprentissage et de production. Et donc on a beaucoup plus de liberté pour être créatif et productif, en fait. Et donc non, je suis plutôt confiant. Qu'est-ce que si tu devais transmettre un truc, tu essaierais de transmettre quoi en premier pour une bonne adaptation à ce monde du futur? Bah moi je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, de vraiment produire des choses et publier des choses et documenter les choses et se forcer à se retrouver dans des situations où on fait des projets, en fait, et que ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être une pièce de théâtre, un blog post, un documentaire. Moi c'est vraiment en faisant les choses que je me suis retrouvé à les apprendre, et souvent j'étais forcé de les faire, c'était un projet d'école ou je sais pas quoi, et du jour au lendemain je me suis retrouvé à devoir apprendre à utiliser Photoshop, sur le tas, Dreamweaver sur le tas. Voilà, tu fais un stage, et tu te retrouves t'es obligé d'apprendre Excel parce que dans 2 jours il faut que tu livres un business plan. Se forcer à se retrouver dans des situations non confortables, où c'est là que t'es obligé d'apprendre. Nous, on arrive sur mes questions rapides de la fin, qui n'impliquent pas forcément une réponse rapide, hein. C'est juste que c'est quoi une journée parfaite pour toi? Journée parfaite pour moi. Une journée parfaite pour moi, c'est quand mon fils se réveille à 7h15 plutôt que 6h15. Ce qui fait que j'ai un peu de sommeil. C'est quand mon premier rendez-vous est pas trop tôt, comme ça je peux petit déjeuner avec ma femme et lui à la maison. Ensuite, j'ai souvent un rendez-vous le matin avant d'aller au boulot. Enfin, moi j'aime bien rencontrer des gens. Enfin, soit ça va être une interview, un partenaire ou un investisseur. Vers 9h du matin. Enfin non, en fait, je dis ça souvent avant mon petit-déj ou après le petit-déj, mais avant le premier rendez-vous. Enfin, donc j'habite à New York, et donc j'ai toute ma team parisienne. Je vais avoir des emails ou des pings sur Slack de trucs à gérer avec Paris. Et donc, le matin, je bosse pas mal avec Paris. Je vais avoir, dans la journée parfaite, ils auront shippé des trucs qu'on attendait. L'équipe technique. Tu te réveilles et c'est comme un cadeau de Noël. C'est un cadeau de Noël. Et donc le matin, je bosse pas mal avec Paris. Après, je déjeune. Souvent, je rencontre des gens au déjeuner aussi. Mais après, j'aime bien déjeuner avec l'équipe quand je peux. Et après, l'après-midi, c'est plus là où j'ai plus de temps pour avoir des plages de travail sur
des projets particuliers. Moi, dans la journée parfaite, enfin, j'aime bien bosser sur des lancements. C'est toujours hyper excitant quand on a une grosse feature qui arrive, où tu vas préparer la com, les partenaires, etc. Ouais, voilà. Tu connais James Altucher ou pas? Ouais. Il te follow sur Twitter. Il me follow sur Twitter? Ouais. Ah, voilà, je te l'apprends. J'aime bien James Altucher. On a dû s'échanger des tweets il y a longtemps. Ouais. Ah ouais, je pense que c'est beaucoup grâce à son podcast que j'ai créé mon podcast. Voilà. Pour la petite histoire de ceux qui écoutent et qui me demandent pourquoi j'ai créé mon podcast. J'ai écouté. Ouais, bah, moi, j'aime bien le suivre, j'aime bien ses posts. Et son podcast est top parce que il a une faculté à, tu connais ses posts, hein, tu sais, il livre tout sur lui tout le temps, sur ses malheurs, etc. Et du coup, les gens ça s'ouvre aussi vachement dans ses interviews, donc c'est vachement bien fait. Ton film ou documentaire préféré? Mon film ou documentaire? Documentaire. Bon, à préférer, c'est toujours une question un peu dure parce que t'arrives pas à en sortir un, mais un qui te vient à l'esprit, quoi. Bah, il y a des films, il y a quelques rares films que je revois régulièrement et dont je me lasse pas. J'aime beaucoup The Social Network et voilà, que je revois régulièrement, que j'aime bien. Pourquoi? Pour l'histoire? Bah, la façon dont c'est filmé, je trouve que c'est hyper bien fait, et après l'histoire, enfin c'est mythique, quoi. T'as lu The Facebook Effect ou pas? Je crois pas, non. C'est c'est la même histoire, mais enfin la vraie histoire du coup, faite par le journaliste qui était. Okay. Non, j'ai pas lu. Okay. Et ouais. J'allais te demander si tu repartais à zéro. Imaginons que tu reviennes à 16 ou 17 ans, tu sais rien faire. Qu'est-ce que t'apprendrais en premier? Mais avec ta connaissance du monde actuel, tu vois. Juste, tu connais pas les compétences. Mais je suis pas encore arrivé à trancher cette question de est-ce qu'il faut juste apprendre le code et comme ça t'es un bête de dev. Comme ça t'es un bête de dev, mais moi je reste convaincu que, enfin, un bête de dev, il a besoin d'un bête de marketeur. Et même si t'es un bête de dev, si tu vas bosser sur la partie marketing ou bizdev, tu vas juste devoir arrêter de coder pour te consacrer à la partie. Enfin, il faut la tech et il faut distribuer la tech en fait. Donc la faculté d'apprendre peut-être en fait. Après, je pense, ouais, mais c'est dur à. Je sais pas s'il y a un guide de la faculté d'apprendre, mais enfin, je pense que quand même avoir assez tôt les notions autour du code pour être déjà, enfin, capable de parler à un dev et connaître l'écosystème, enfin, c'est quoi les langages, enfin, ou des trucs de base, quoi. Enfin, je pense que c'est assez précieux et incontournable aujourd'hui. Et après, ouais, je pense qu'il faut vraiment cultiver ses passions parce que c'est de là que vient à la fois la joie et souvent des idées pour faire des trucs, quoi. Si t'es passionné par un truc, tu vas voir ce qui manque aux autres gens qui sont passionnés par ce truc, ça va te donner des idées et ça va et bosser sur les trucs qui te passionnent, bah c'est le meilleur moyen d'être bon et motivé, quoi. J'ai oublié de te demander un truc. Qu'est-ce qu'il faut pour une personne qui connaît pas bien la réalité virtuelle? Qu'est-ce qu'il faut absolument aller voir pour être convaincu, quoi? Est-ce qu'on peut aller checker, en fait? Bah, pour moi, Tilt Brush, c'est vraiment l'un des premiers trucs que je montre. Tilt Brush? Ouais. Donc, c'est cet outil qui permet de créer, de peindre en réalité virtuelle. Bon, moi, je suis quelqu'un d'assez créatif, et donc, ouais, je trouve ça fascinant. Et après, d'un coup, on comprend le potentiel d'être dans un monde virtuel avec 3 dimensions. Et, enfin, c'est hyper, excitant, enfin c'est fascinant, quoi. C'est un peu comme Minecraft en fait, tu fais Minecraft en réalité virtuelle, quoi. Ouais, mais Tilt Brush c'est encore plus si tu peins, freeform. Faut que j'aille voir. Est-ce qu'il y a tu lis beaucoup ou pas, toi? Non, malheureusement je lis pas beaucoup, j'ai vraiment du mal à consacrer du temps. J'allais te demander le livre que tu as le plus recommandé ou offert. J'ai beaucoup aimé le bouquin sur Twitter, donc c'est un peu l'histoire de Twitter comme Facebook, c'est Hatching Twitter, je crois que ça s'appelle. Hatching Twitter. Ouais, c'est un reportage, un journaliste qui a suivi les founders de Twitter pendant 10 ans, hyper intéressant. Et là, je viens de commencer Homo sapiens, le livre sur l'homme, et je trouve ça intéressant. C'est bien ça. Hein. Ouais, c'est long, quoi. Ouais, c'est long, mais c'est bien. Mais ça c'est long, mais en 10 pages, j'ai appris 1000 trucs de fou, quoi. Ouais, il y a tout un passage sur le fait que je veux pas te spoiler sur l'histoire de l'humanité, hein, mais tout un passage sur le fait que ce ne sont pas les humains qui ont domestiqué le blé, mais c'est le blé qui a domestiqué les humains. Et ça, c'est le truc pour moi
incroyable du livre. Bref, je vous tease un peu à aller lire Sapiens. Il reste 2 questions. La première, c'est une question qui pose en entretien chez Facebook. Et c'est: qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Moi, je pense que je parlerai à plus de gens, plus ouvertement. Enfin, souvent, je sais pas, mais ça s'applique à plein de trucs, que ce soit au restaurant. Enfin, je suis pas content de mon plat, je vais juste fermer ma gueule parce que Chez le coiffeur. je vais pas, je me coupe moi-même les cheveux. Très bien. Moi, à chaque fois que je vais chez le coiffeur, elle me dit c'est bien. Je dis ouais, c'est super. Je rentre chez moi et je pleure. Typiquement, les Américains, ils sont meilleurs que nous à dire. Je vais dire à dire ce qu'ils pensent, pas forcément ce qu'ils pensent, mais voilà, s'ils sont pas contents, voilà, c'est plus lié au service. S'ils sont pas contents d'un service, ils vont le dire. Nous, on a plus cette gêne sociale de s'écraser, voilà. Et pour ça, il y a le Coffee Challenge. Ah oui, c'est quoi? C'est le Coffee Challenge. C'est un truc de Noah Kagan, qui est un mec qui a une boîte de marketing au Texas, qui s'appelle sumo.com. Ouais. Et en fait, son truc, c'est de dire, à chaque fois que tu commandes un café dans un bar, ou lorsque l'addition arrive, tu demandes 10% de remise. Et c'est se forcer à faire un truc très gênant, parce que le café, ça coûte 1,50 €, quoi. Donc t'es en train de demander 15 centimes, tu vois. Donc voilà, petit challenge. Bah ouais, ce genre de truc. Bon, après, j'ai pas mal progressé avec l'aventure Sketchfab, mais si t'avais pas peur, tu parlerais plus, tu te défendrais plus tes droits fondamentaux. Ouais, c'est pas que les droits, ou c'est non, mais plein de fois, enfin c'est con, plein de fois on se retient. L'autre jour, j'ai croisé du coup je l'ai fait, donc c'est peut-être un mauvais exemple. J'ai croisé le CEO de Pinterest dans la rue à San Francisco, et on se croise, et je me dis merde, c'est le CEO de Pinterest, et c'est une des grosses boîtes dans laquelle on n'est pas intégré, où je veux absolument qu'on soit intégré. Et sur le coup, bah, j'ai eu peur, et je me suis dit, je vais pas le déranger, ou whatever. Et je marche 100 mètres, je me dis, mais je suis rentré au conf, évidemment qu'il faut que j'aille lui parler. Donc j'ai fait demi-tour, j'ai couru, et je lui ai sauté dessus. J'ai pitché Sketchfab, et voilà, et maintenant on est en train de bosser sur l'intégration. Et... Comme quoi, il faut le faire, quoi. Ouais, bah trop souvent on a peur. Ouais, c'est Steve Jobs qui dit Don't be afraid, you're already naked. Enfin, on est tous tout nus, on va tous mourir. Donc faut juste pas avoir peur de faire une intuition qui te passe par la tête. Faut pas ne pas la faire pour les mauvaises raisons, quoi. D'autant qu'il y a le pire scénario, le scénario catastrophe, c'est rien, quoi. C'est que le mec te dise ouais non, vas-y, j'ai la flemme, et puis voilà, quoi. Donc, ça valait le coup d'essayer. Dernière question. Attention. Tu dirais quoi à Alban à 20 ans, qui sait pas trop ce qu'il veut faire, et qui finit l'essai, et qui a pas aimé ses stages Et ben je dirais de produire des trucs et de rencontrer des gens, quoi. C'est vraiment un des mecs qui m'a pas mal qui était le directeur de l'accélérateur de Mozilla. Alors je sais pas si ça vient de lui ou si ça vient de quelqu'un d'autre. Il citait ce truc, enfin qui disait, je sais pas quoi, on est la somme des gens qu'on connaît, enfin on est la somme de son réseau. Enfin on est Your network, c'est your network. Ouais, un truc dans ce genre, où, voilà, enfin, plutôt rencontres des gens intéressants, et voilà, bah t'apprends d'eux, ça te challenge, etc. Et donc constamment rencontrer des gens, bah ça te donne des perspectives nouvelles, et en fait les opportunités elles viennent des rencontres. Enfin bon, l'aventure Sketchfab c'est vraiment l'illustration parfaite. Mais voilà, moi si rencontrer des gens. Non, et l'autre conseil c'est essayer vraiment de tester des projets pendant ces études, justement. Enfin, moi je regrette de pas avoir. Enfin, j'ai bossé sur quelques projets, mais un peu en dilettante en école. Quand t'es en école ou en études, c'est vraiment une phase de ta vie où t'es justement dans un vivier de créativité, dans un réseau avec d'autres gens. Enfin, c'est un vivier hyper positif. Potentiellement, tu dépends encore de tes parents, et du coup, t'as pas trop de présence de pression financière, et c'est le moment idéal pour être productif sur des projets, quoi. Bah merci beaucoup Alban. Je t'en prie. Où est-ce qu'on envoie les gens pour qu'ils sachent ce que tu fais? Où est-ce que tu veux les envoyer, les millions d'auditeurs? Mon compte sketchfab.com/Alban, parce que je publie régulièrement des contenus 3D, et que, enfin c'est pas tellement pour voir ce que je publie, mais pour une introduction à Sketchfab.
Ouais, moi je fais plein de captures 3D, et les gens trouvent ça tous ouf et ils disent mais comment tu fais? Et je dis bah c'est simple, tu fais ça et ça et j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui découvrent genre les apps de scanning 3D et qui se rendent compte que c'est simple, c'est marrant et ça marche quoi. Et découvrent ce nouveau monde-là de la capture volumétrique. Voilà, et après j'ai un blog denoyel.com où je poste régulièrement c'est plus du partage d'expérience sur l'aventure entrepreneuriale. Enfin c'est assez varié. Ok, cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut!